je vous souhaite la bienvenue à tous dans le webinaire Gaspéo d'aujourd'hui. Donc, on est ravis de vous accueillir pour cette session. Donc, la thématique que l'on se propose d'aborder avec vous dans ce webinaire est le dimensionnement des réseaux de fluides non newtoniens à l'aide du logiciel FluidFlow. Je m'appelle Vanessa Legrand, je suis responsable marketing et communication chez Gaspéo. J'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce webinaire. Je pense que je vais faire les présentations de l'équipe. Marie-Amélie de Villedavray, qui est responsable R&D de Gaspéo et qui animera ce webinaire, ainsi que Vladimir Roman, qui est ingénieur d'affaires chez Gaspéo et qui sera chargé de récolter vos questions. Marie-Amélie, je vais te passer la main. C'est bon, je peux démarrer? Oui, tu peux démarrer. Ok, alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas encore le logiciel FluidFlow, je vais essayer de le présenter très succinctement. Donc, c'est un logiciel pour le calcul des pertes de charge, le dimensionnement des réseaux de tuyauterie, et donc Gaspéo est distributeur exclusif de ce logiciel en France. Donc, c'est un logiciel polyvalent qui permet de résoudre des problèmes de calcul hydraulique ou bien aérolique, donc les liquides, les gaz, et qui peut également prendre en compte des phénomènes de transfert thermique entre un fluide en écoulement et l'air extérieur, ou des mélanges de fluides à différentes températures. Donc, c'est le seul logiciel de calcul de perte de charge qui est capable de traiter dans une seule interface tous les types de fluides ou de mélanges. Et c'est un logiciel qui est éprouvé depuis 30 ans et l'éditeur est certifié ISO 9001. Donc, quand je parle de type de fluide, c'est-à-dire que FluidFlow est capable de réaliser des calculs de perte de charge à la fois pour des fluides incompressibles, c'est-à-dire des liquides, mais également des fluides compressibles, c'est-à-dire des gaz, mais aussi des écoulements diphasiques, c'est-à-dire dans lesquels on a du liquide et du gaz qui sont mélangés, donc avec des bulles ou des brouillards. Également des fluides non newtoniens, qui vont être des liquides ou des pâtes à comportement rhéologique complexe, ou des suspensions, c'est-à-dire des mélanges liquides, solides, donc avec des particules solides qui tendent à se déposer au fond des conduites. Et donc, enfin, le module transfert thermique qui permet de calculer les transferts thermiques, quel que soit le type de fluide pris en compte. Donc, FluidFlow est un logiciel modulaire, c'est-à-dire que le client peut acheter qu'un seul des modules suivant les types de fluides auxquels il s'intéresse. Donc, le principal avantage de FluidFlow, ça va être de réduire le temps de calcul et de conception des installations et de pouvoir générer un grand nombre de données qui permettent d'analyser plus rapidement et plus en profondeur les systèmes. Donc, on a un calcul des pressions, débit, vitesse, température en tout point d'un réseau. On a un dimensionnement automatique des tuyauteries et des équipements tels que les vannes, les pompes, les compresseurs, etc. On a une détection automatique de l'état de phase d'un fluide, c'est-à-dire que si vous mettez de l'eau en entrée du réseau, vous n'avez pas besoin de préciser si c'est de l'eau liquide ou gazeuse. En fonction des conditions de pression-température, FluidFlow va automatiquement savoir dans quel état est le fluide et va utiliser les bonnes corrélations pour le calcul, puisque le calcul de perte de charge diffère suivant qu'on est en état liquide, gazeux ou diphasique. Donc, FluidFlow est également capable de prédire des régimes d'écoulement, c'est-à-dire écoulement laminaire, turbulent, ou quand on est en diphasique, de savoir si on est plutôt un écoulement stratifié ou un écoulement homogène. On a également une base de données qui est intégrée en standard dans l'outil, qui comporte plus de 2000 fluides et équipements tels que des pompes, des vannes, etc. Et enfin, on a des fonctionnalités de génération automatique de notes de calcul au format Excel, Word ou PDF. Donc, SPO assure la vente de licences FluidFlow, mais accompagne également ses clients par du conseil, de la prestation de calcul, des formations à l'utilisation du logiciel
et également une assistance technique et du support tout au long de la phase d'utilisation du logiciel par les clients. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser en particulier aux réseaux de tuyauterie qui doivent transporter des fluides non newtoniens. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un fluide non newtonien? Pour expliquer, donc, je vais revenir à quelques concepts fondamentaux sur la rhéologie. Donc, la rhéologie étant la science de la déformation et de l'écoulement de la matière, c'est-à-dire que la rhéologie va consister à étudier la façon dont une matière réagit à une contrainte mécanique. Donc, tous les matériaux ont des propriétés rhéologiques et donc la plupart des secteurs industriels sont concernés par la rhéologie. Donc, si je prends l'exemple des industries alimentaires ou cosmétiques, on comprend que la compréhension du comportement rhéologique des matières à traiter est cruciale. Donc, bien sûr, pour pouvoir concevoir les tuyauteries, dimensionner les pompes, mais également pour un certain nombre d'équipements de process qui ont pour but de transformer la matière, tels que des extrudeuses, des agitateurs mécaniques ou encore des échangeurs thermiques. Donc, on ne peut pas concevoir et optimiser de telles installations si on ne maîtrise pas le comportement rhéologique des produits qui sont mis en œuvre. Donc, l'objectif de l'étude de la rhéologie, ça va être de nous aider à combattre les contraintes mécaniques qui s'opposent à l'écoulement, de façon à garantir les écoulements dont on a besoin pour faire fonctionner l'installation. Donc, si je prends l'exemple d'un fluide réel qui s'écoule dans un tuyau, on voit que le fluide en contact avec la paroi interne du tuyau est comme retenu par la paroi du fait du contact avec cette paroi. Donc, c'est ce que l'on appelle la force de frottement. Ce frottement entre le fluide et la paroi est causé par les irrégularités de la surface interne du tuyau que l'on quantifie à l'aide de la rugosité. La rugosité, ça représente la taille moyenne des aspérités qu'on trouve sur la paroi interne du tuyau. Donc, on voit que le fluide est immobilisé au niveau du contact avec la paroi du tuyau. Par contre, le fluide s'écoule. Donc, c'est qu'il y a une différence de vitesse d'écoulement entre le contact avec la paroi et entre le centre de la conduite. Donc, la vitesse va être nulle au niveau de la paroi et maximale au centre de la conduite. Donc, cette différence de vitesse va engendrer une contrainte mécanique car les particules de fluide qui s'écoulent le plus rapidement sont freinées par les particules de fluide qui s'écoulent le plus lentement. Et donc, dans ce cas, on parle d'une contrainte de cisaillement, car cette contrainte est appliquée parallèlement à la surface de contact entre le fluide et la paroi. Donc, cette contrainte correspond à une force par unité de surface, donc elle a la dimension d'une pression. Donc, elle s'exprime en pascal ou en newton par mètre carré. Donc, cette contrainte, elle va engendrer une perte d'énergie dans le fluide et on parle couramment de perte de charge. Donc, cette perte de charge, c'est elle qui doit être compensée par des forces motrices telles que des pompes pour générer l'écoulement. On comprend pourquoi les propriétés rhéologiques des fluides vont avoir un impact majeur sur les calculs de perte de charge et donc sur le choix des pompes à mettre en œuvre. Donc, si on effectue des simplifications excessives dans les calculs, cela peut engendrer des erreurs très importantes qui vont se traduire par des problèmes tels que l'impossibilité d'atteindre le débit qu'on avait espéré, des phénomènes de prise en masse de la matière, des usures prématurées des pompes. Donc, il est vraiment crucial de pouvoir quantifier le frottement fluide à l'origine des pertes de charge. Alors, comment faire pour quantifier ce frottement? Cela nous amène au concept de viscosité. La viscosité, donc, étant une mesure du frottement fluide et donc de la résistance du fluide à l'écoulement. Donc, la viscosité intervient dans le calcul des pertes de charge par l'intermédiaire du nombre de Reynolds. Donc, ce nombre de Reynolds qui nous permet aussi de définir si on est en régime d'écoulement laminaire ou turbulent. Alors, la relation proposée par Newton pour définir la viscosité est la suivante. Donc, la contrainte de cisaillement est égale au produit de la viscosité par le gradient de vitesse de cisaillement. Donc, finalement, pour mesurer la viscosité d'un fluide,
on peut utiliser par exemple un rhéomètre et on va tester plusieurs valeurs de gradient de vitesse de cisaillement, mesurer les valeurs de contrainte de cisaillement. Donc, on va obtenir une courbe et donc qui va nous donner les valeurs de la viscosité en fonction du gradient de vitesse de cisaillement. Donc, lorsque la courbe obtenue est une droite, ça veut dire que la viscosité donc, ne varie pas en fonction du gradient de vitesse de cisaillement. Et alors, on est en présence d'un fluide newtonien dans lequel on a une relation de proportionnalité entre contrainte de cisaillement et gradient de vitesse. Et donc, les fluides non newtoniens sont les fluides pour lesquels, au contraire, la viscosité varie en fonction du gradient de vitesse de cisaillement. Alors, on peut classer les comportements rhéologiques des fluides non newtoniens en différents types. Donc, sur ce graphique est représenté en abscisse le gradient de vitesse de cisaillement, en ordonnée la contrainte de cisaillement. Donc, ces comportements rhéologiques doivent systématiquement être obtenus par des mesures au laboratoire. Donc, on retrouve le comportement newtonien, qui est donc une droite. Et donc, sur ces courbes, en fait, la viscosité est matérialisée par la pente des courbes, selon l'équation de Newton que j'ai présentée précédemment. Donc, dans le cas du fluide newtonien, on a bien une droite. Et donc, c'est le cas d'un grand nombre de liquides, tels que l'eau, du lait, du miel, certaines huiles végétales. Alors, il arrive que certains fluides présentent un seuil d'écoulement. Donc, ce sont les fluides qu'on appelle les plastiques de Bingham. Donc, si on regarde la loi obtenue, donc, on a une droite, donc, ce qui fait penser à un comportement newtonien. Par contre, on voit que pour un gradient de vitesse de cisaillement nul, on a une valeur de contrainte de cisaillement qui n'est pas nulle. Donc, cela signifie que ces fluides ne peuvent être mis en mouvement que si on applique une contrainte mécanique minimale. Donc, c'est le cas, par exemple, si on prend du dentifrice, vous prenez un tube de dentifrice ouvert, vous le tenez à l'envers. Si vous n'appuyez pas sur le tube, le dentifrice va rester dans le tube. Par contre, à partir du moment où vous appliquez une certaine contrainte mécanique, le fluide va pouvoir s'écouler. Donc, en dessous de la valeur seuil de contrainte, on n'a pas d'écoulement, et au-dessus de la valeur seuil de contrainte, on a un écoulement qui s'apparente à un écoulement newtonien. Donc, à présent, je vais parler des fluides rhéofluidifiants. Donc, on les appelle aussi des fluides pseudoplastiques. On en retrouve dans un grand nombre d'applications alimentaires, mais également dans la chimie, des polymères, etc. Donc, si on regarde la courbe, on voit que la pente de la courbe diminue lorsqu'on augmente le gradient de vitesse de cisaillement. Donc, ça veut dire que la viscosité diminue lorsqu'on augmente le gradient de vitesse de cisaillement. Alors, comment expliquer ce comportement au niveau moléculaire? Donc, ça peut s'expliquer par le fait que ces fluides sont souvent constitués de polymères, c'est-à-dire de molécules très longues qui, au repos, vont être enchevêtrées, donc pas très mobiles. Et lorsqu'on applique une contrainte de cisaillement, les molécules vont en quelque sorte se peigner, l'enchevêtrement va se réduire, et donc les molécules vont glisser de plus en plus facilement les unes par rapport aux autres, ce qui va tendre à favoriser leur mobilité. Et donc, l'écoulement va être plus facile, d'où la viscosité de plus en plus faible. Donc, en application alimentaire, on a par exemple des ketchup, purée de fruits, vinaigrettes. Et donc après, on a un grand nombre de fluides du quotidien qui ont ce comportement, tels que certaines peintures, par exemple. Alors, à l'inverse, on a des fluides qui sont rhéoépaississants, c'est-à-dire que lorsqu'on augmente le gradient de vitesse de cisaillement, la viscosité va augmenter. Alors, c'est le cas, par exemple, de suspensions très concentrées de maïzena dans l'eau. Alors, pour interpréter ce comportement, donc il faut considérer ces fluides comme étant constitués de grains solides qui sont dans une phase liquide, mais les grains solides prennent une partie importante du volume. Et donc,
Entre les grains se trouvent des interstices qui vont être remplis d'eau. Ils sont relativement bien organisés et glissent facilement les uns par rapport aux autres. Mais lorsqu'on applique une contrainte, les grains vont avoir tendance à former des agrégats entre eux et vont bloquer l'eau qui est présente dans les interstices. Et du coup, le mélange va se solidifier. Et donc, c'est ce qui est à l'origine d'une augmentation de la viscosité du mélange qui devient presque solide lorsqu'on augmente les contraintes mécaniques. Et enfin, on a les fluides qui présentent un comportement dit de Herschel-Bulkley. Donc, on voit que dans ce comportement, on retrouve une diminution de la viscosité lorsqu'on augmente le gradient de vitesse de cisaillement et un phénomène de contrainte seuil. Donc, il faut appliquer une certaine contrainte pour que le fluide s'écoule. Et ensuite, une fois que la contrainte est là, si on augmente le gradient de vitesse, la viscosité diminue. Donc, c'est le cas aussi d'un grand nombre de fluides alimentaires, de boue, de liquides pâteux, etc. Alors, dans le logiciel FluidFlow, on peut prendre en compte ces différents comportements rhéologiques et on a 5 modèles qui sont proposés. Donc, évidemment, le premier modèle, c'est celui des fluides newtoniens, donc qui, pour le coup, est présent dans beaucoup d'autres logiciels. Mais donc, FluidFlow a la particularité de prendre en compte également 4 autres modèles qui permettent de représenter un grand nombre de fluides non newtoniens. Donc, le premier modèle, ça va être la loi en puissance, dans lequel la contrainte de cisaillement est un facteur multiplicatif du gradient de cisaillement, mais à une puissance n. Ce n étant pouvant être inférieur à 1 ou supérieur à 1. Donc, si n est inférieur à 1, on va être en présence d'un fluide rhéofluidifiant. Et si n est supérieur à 1, un fluide rhéoépaississant. Et le paramètre K, c'est l'indice de consistance. Ensuite, on a le modèle des plastiques de Bingham, pour lesquels donc, on retrouve le terme propre au fluide newtonien, mais on a également un terme qui correspond à la contrainte seuil d'écoulement. Le modèle de Casson, très utilisé pour des fluides alimentaires, par exemple, qui a une forme relativement proche de celle du plastique de Bingham, mais le tout exprimé avec une puissance 1,5, c'est-à-dire des racines carrées. Et enfin, le modèle d'Herschel-Bulkley qui combine donc un terme de contrainte seuil et le terme que l'on avait dans la loi en puissance. Donc, je vais passer à présent à un exemple d'application dans le logiciel FluidFlow. Donc, c'est d'actualité avec l'approche des fêtes. On souhaite pomper du chocolat au lait qui est stocké à 40 degrés dans une cuve initiale et on souhaite donc le pomper vers 2 cuves distinctes pour le mélanger à d'autres ingrédients dans 2 recettes différentes. On souhaite atteindre un débit cible de 10 mètres cubes heure. On a pu caractériser le comportement rhéologique de ce chocolat à l'aide d'un rhéomètre et les données de rhéométrie sont présentées dans le tableau ci-contre. Donc, on va donc tracer le réseau, dimensionner la tuyauterie, sélectionner une pompe et puis équilibrer le réseau de manière à pouvoir fournir soit 10 mètres cubes heure au total, 5 mètres cubes heure à chaque cuve, soit alimenter une seule cuve à 5 mètres cubes heure. Donc là, je passe à l'interface du logiciel et est-ce que l'on voit toujours bien mon écran? Oui, très bien. Oui. Très bien, oui. Je poursuis. Voilà, donc là, on est dans l'interface du logiciel FluidFlow. Donc, le cœur de l'outil, ça va être la représentation graphique du réseau que l'on souhaite étudier. Donc, la première étape, ça va être donc de représenter graphiquement ce réseau ici de pompage de chocolat. Donc, nous allons déjà matérialiser les réservoirs, donc un réservoir d'entrée et les 2 cuves qu'on souhaite alimenter. Donc, on voit que, en fait, quand on trace un réseau, on doit définir des conditions limites. Donc, on peut fixer soit des pressions, soit des débits. Ici, j'ai pris des réservoirs. Donc, c'est un réservoir avec une hauteur de liquide qui va être présente et on souhaite pomper dans ce réservoir. Donc, soit aspirer depuis ce réservoir, soit remplir ce réservoir. On peut l'utiliser dans les 2 sens. Donc, ensuite, on va tracer la tuyauterie.
Donc, on a un certain nombre de matériaux de tuyauterie qui sont proposés. On va prendre ici de l'inox. Et donc, je vais tracer le réseau qui permet d'alimenter ces deux cuves. Alors, je vais essayer de respecter un petit peu la perspective. Voilà. Donc, on voit que lorsque je change de direction, on a automatiquement des coudes qui se positionnent sur le réseau. Donc, je peux les repositionner pour que ce soit plus joli, enfin, plus logique du moins. J'ai fait un tour de trop. Et donc là, lorsqu'on a les deux branches qui se divisent, on a automatiquement un T qui s'est positionné. On peut également mettre un Y à ce type de jonction. Donc, je vais laisser un T pour ce cas-là. Donc voilà, j'ai tracé la tuyauterie. Ensuite, je vais mettre une pompe qui va me permettre donc de pomper du chocolat dans le réservoir d'entrée. Donc on voit que au niveau de la pompe, on a un petit point rouge qui indique la décharge de la pompe. Donc il faut bien l'orienter parce que sinon ça veut dire qu'on va aspirer dans les deux réservoirs vers le réservoir initial. Et or là, c'est l'inverse qu'on souhaite faire. Et donc nous allons également rajouter dans ce réseau deux vannes qui vont permettre notamment de pouvoir fermer une branche si on veut alimenter qu'un seul des deux réservoirs. Donc maintenant, il va falloir qu'on définisse les longueurs des tuyaux ainsi que les élévations, puisque donc là, je considère qu'on a une installation qui au départ est au niveau 0, au niveau du sol, et ensuite on monte à la verticale à 3 mètres de hauteur, puis on redescend et on va donc décharger le chocolat en haut de ces cuves, donc à 2 mètres de hauteur. Donc je vais déjà rentrer les longueurs des tuyaux. Donc ici, on va mettre 0,2 m avant la pompe. Ici, on va mettre 4 mètres sur toutes ces sections-là. Donc, vous voyez, je peux rentrer les paramètres grâce à ce qu'on appelle la palette de données sur la droite. J'ai ici les longueurs et je peux définir ce paramètre pour plusieurs tuyaux en même temps si je les sélectionne simultanément. Donc ensuite, les deux branches ascendantes, je vais les paramétrer à 3 mètres de longueur. Les sections du haut vont mesurer 2 mètres et donc 1 mètre pour ces branches-là. Voilà, donc là j'ai les longueurs. Maintenant, il faut que je définisse les élévations. Donc les élévations, on les définit dans FluidFlow au niveau de ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas les tuyaux. Donc la pompe, par exemple la pompe, on voit élévation 0 mètre. Pareil pour la vanne. Donc par défaut, tout est à 0. Et donc ici, je vais simplement indiquer que l'on est à 3 mètres de hauteur au niveau de ces coudes là. Donc, du coup, le logiciel va comprendre que ces deux branches-là sont verticales, puisqu'on passe de 0 mètre à 3 mètres et que l'on a 3 mètres de longueur. Donc, j'ai défini mes longueurs, mes élévations. Maintenant, je vais définir mes réservoirs. Donc, les réservoirs, ils sont posés sur le sol. On peut définir une pression à la surface du réservoir. Ici, je me mets à pression atmosphérique. Une température à la surface du réservoir. Je vais laisser 15 degrés température ambiante, mais sachant que le fluide, par contre, on va le considérer à 40 degrés, puisque j'ai parlé tout à l'heure de chocolat à 40 degrés. Donc, les dimensions, donc déjà, la hauteur de liquide dans le réservoir, on va laisser 1 mètre. Pour l'instant, on va considérer qu'on a 1 mètre de hauteur de chocolat dans cette cuve. Donc, le diamètre,
On va laisser 1 mètre. La hauteur totale de la cuve va faire 2 mètres, donc elle est remplie qu'à moitié. Et enfin, on va donc indiquer également la hauteur de branchement du tuyau d'aspiration. Donc là, on va le laisser au niveau 0, mais on pourrait le remonter. Ensuite, donc au niveau des cuves de sortie, donc c'est exactement les mêmes paramètres. Simplement ici, je vais indiquer que je viens décharger le chocolat donc par le haut. Voilà. Donc il me reste à définir le débit cible. Donc j'avais dit tout à l'heure qu'on souhaitait atteindre 10 mètres cubeurs. Donc cela va se paramétrer au niveau de la pompe. La pompe dans FluidFlow peut fonctionner en 2 modes. Vous avez un mode automatically size, c'est-à-dire mode dimensionnement, où vous allez juste donner le débit et ça va vous dire quelle pression il faudra générer au niveau de la pompe. Ou bien vous pouvez vous mettre en mode simulation, où dans ce cas-là, on va prendre une courbe de pompe réelle et regarder ses performances dans ce réseau. Donc là, comme on souhaite dimensionner une pompe, on va déjà se mettre en mode dimensionnement pour donc calculer pour 10 mètres cubeurs combien de pression doit générer ma pompe. Donc je me mets en mode dimensionnement. Je dis donc que je veux dimensionner en fonction d'un débit et j'indique 10 mètres cubeurs. Et ensuite, je vais afficher sur le graphique le débit et la pression, donc qui sont des résultats de calcul. Donc pour l'instant, tout ça reste à 0 puisque je n'ai pas lancé de calcul. C'est le résultat que je souhaite avoir. Donc après, au niveau du fluide, il faut qu'on dise quel fluide va s'écouler. Donc pour ça, ça se définit au niveau du nœud qui rentre dans le réseau. Donc c'est logique. Donc ça va être au niveau de la cuve d'entrée. Donc si je regarde dans les paramètres d'entrée, j'ai donc un champ fluide dans lequel je dis quel fluide va s'écouler. Donc par défaut, c'est de l'eau. Donc là, je peux déjà lancer le calcul avec de l'eau pour voir ce que ça fait. Vous voyez, donc j'ai lancé le calcul. On a des flèches qui apparaissent. Donc ça signifie qu'on a bien un écoulement qui est possible dans ce réseau avec les paramètres qu'on a définis. Et donc là, ça m'indique que si je veux faire écouler de l'eau dans ce réseau à 10 mètres cubeurs, donc il me faut générer une pression de 1,4 mètre de fluide. Donc, on peut bien sûr changer les unités des résultats si vous préférez parler en bar ou en pascal. Toutes les unités sont totalement paramétrables. Voilà, vous avez ainsi que le nombre de chiffres après la virgule de chaque grandeur. Pour l'instant, je garde les mètres de fluide. Donc là, tout va bien, on a fait le calcul avec de l'eau. Mais bon, ici, on a prévu de travailler avec du chocolat, donc il va falloir qu'on change ce fluide. Donc le chocolat n'est pas enseigné dans la base a priori, puisque c'est un fluide, comment dire, il n'existe pas de base de données standard thermodynamique pour le chocolat. Donc on va aller le renseigner dans la base de données. Donc on va dans le menu Database, Fluide. Donc on voit qu'ici on a plus d'1 millier de fluides qui sont renseignés. Donc ça va être surtout les corps purs qui sont prédéfinis dans la base et pour lesquels on a donc toutes les données thermophysiques. Mais donc là, je vais ajouter un nouveau fluide que je vais appeler chocolat au lait 40 degrés. Donc je précise bien 40 degrés car pour ce type de fluide, évidemment, si on change de température, le comportement rhéologique va être également modifié. Donc ici, on est sur un chocolat qui a été caractérisé à 40 degrés, qui est prévu pour être stocké à cette température-là, et pour lesquels les données de rhéométrie donc, ne sont valables qu'à cette température-là. Donc il faut que je classe ce fluide, donc ce n'est pas un corps pur, il n'est pas newtonien, donc je vais me situer dans la catégorie des non-newtoniens liquides. Voilà, donc après il faut que je renseigne un certain nombre de paramètres, notamment la densité,
Donc, les valeurs de densité peuvent être renseignées en fonction de la température, mais ici, je n'ai pas cette donnée-là. Et je compte travailler à 40 degrés, donc je ne vais mettre que la densité à la température que je connais, 1200 kg par mètre cube. Ensuite, je vais renseigner la chaleur spécifique, 3930 joules par kilo par degré. La conductivité thermique, là aussi, je n'ai qu'une valeur. Donc, il est important de bien renseigner toutes les valeurs. Donc, les propriétés thermiques ne vont pas forcément être utiles si on ne veut faire que du calcul de perte de charge. Donc, il suffit de donner un ordre de grandeur. Voilà, ça ne va pas avoir d'impact majeur. Donc, la viscosité, on terminera par ça parce que c'est le plus long. Et donc, la pression de vapeur saturante est également un paramètre à renseigner, notamment pour pouvoir prévoir des phénomènes de cavitation au niveau des pompes. Alors, pour du chocolat au lait, je n'ai pas cette information. Donc, comme je ne l'ai pas, je vais mettre as water, c'est-à-dire, je fais comme si c'était de l'eau. Donc, c'est très approximatif. Mais de toute façon, ici, ce qui nous intéresse, c'est le calcul de la perte de charge et le dimensionnement de la pompe. Donc, après, pour les histoires de cavitation, ça va dépendre du type de pompe et il faudrait avoir plus de données. Voilà, donc je termine par la viscosité. La viscosité, donc soit on renseigne directement les paramètres des lois de comportement que je vous ai présentées tout à l'heure, parce que quand on fait des mesures de rhéométrie, les appareils de mesure peuvent donner directement ces paramètres-là, soit on renseigne des points de mesure. C'est cette deuxième option que je vais faire, puisque ici, tout à l'heure, je vous ai montré, donc on avait un tableau de données expérimentales de gradient de vitesse de cisaillement et contraintes. Donc, il faut indiquer la plage dans laquelle on a caractérisé le fluide. Donc ici, on a mesuré le fluide entre 0,5 secondes moins 1 et 20. Et donc, ensuite, on va rentrer les valeurs. Donc, 0,5, 2, 4,8, 7, 12, 16 et 20. Donc ça, c'est les gradients de vitesse de cisaillement. Ensuite, je rentre les valeurs de contrainte en Pascal. 50, 70, 99, 120, 160, 200 et 228. Donc, on a ici nos points expérimentaux. Et Fluid Flow donc, nous permet de tester les différents modèles pour essayer de s'ajuster au plus près de ces points. Donc, on peut tester les différentes lois disponibles. Donc ici, je vais utiliser le modèle de Casson qui semble relativement bien représenter les données qu'on a. Et donc, on voit ici qu'on a les valeurs des paramètres qui s'affichent pour cette courbe, pour cette régression. Voilà, donc je vais garder le modèle de Casson. Voilà, donc nous avons bien terminé de caractériser ce chocolat au lait à 40 degrés. Ici, en bas à droite de la fenêtre, nous avons donc une petite ampoule jaune qui signifie que le fluide a bien été caractérisé et que l'on peut donc l'utiliser dans un réseau. Donc, je clique sur OK. Et maintenant, je viens remplacer le fluide dans le réservoir d'entrée. Donc là, j'ai accès à la base de données des fluides et donc je vais le rechercher voilà, grâce à la barre de recherche. Donc, j'ai bien trouvé mon chocolat au lait. Je vais afficher donc le fluide ici, ainsi que le niveau de liquide, enfin, le niveau de hauteur de chocolat.
Voilà, donc j'ai bien du chocolat au lait, 40 degrés, j'ai 1 mètre de hauteur. Voilà, donc je peux relancer le calcul. Donc ici, on voyait qu'avec de l'eau, on avait 1,4 mètre de fluide à générer au niveau de la pompe. Maintenant, je relance le calcul. Donc on voit que en prenant du chocolat, on a du rouge partout. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des avertissements. Donc, je précise que là, nous n'avons pas dimensionné les tuyauteries. Nous avons pris la valeur par défaut qui était du 2 pouces partout. Donc, cela semblait fonctionner avec de l'eau. Là, avec ce fluide qui est beaucoup plus visqueux. Donc, déjà, on voit que la pression au niveau de la pompe est passée de 1,4 à 92 mètres de fluide. Donc, il faut générer une pression beaucoup plus importante pour avoir un débit de 10 mètres cubes. Et maintenant, pourquoi est-ce que j'ai du rouge? Pour ça, je vais voir dans l'onglet Messages qui me détaille tous les avertissements. Donc, on voit qu'ici, on a une vitesse de cisaillement qui est supérieure à la valeur limite qu'on a rentrée dans la base de données. Donc, je vais aller voir dans les résultats du tuyau. Ici, ma valeur de gradient de vitesse de cisaillement. Donc, je suis à 196 secondes moins 1, effectivement. Moi, j'ai rentré le fluide entre 0,5 et 20 secondes moins 1. Donc, je suis totalement hors plage. Donc, finalement, ma caractérisation rhéologique n'est pas valable pour cette plage de conditions opératoires. Donc ça signifie qu'on a beaucoup trop de contraintes de cisaillement par rapport aux conditions attendues. Une solution, ça pourrait être d'augmenter le diamètre des conduites, ce qui va réduire le gradient de vitesse de cisaillement, et donc qui pourrait peut-être permettre de rejoindre la plage de gradient de vitesse de cisaillement qu'on avait paramétré dans la base. Donc, je vais sélectionner toute ma tuyauterie en même temps. Donc, il y a une option dans FluidFlow qui est assez pratique pour cela, c'est l'onglet Liste. Ici, je peux donc sélectionner tous mes tuyaux et je vais venir modifier leur diamètre. Donc ici, je vois que mon diamètre nominal, c'est du 2 pouces. Et donc là, j'ai accès à la base de données des diamètres. Donc, je vais tester du 4 pouces. Déjà, je vais doubler le diamètre des tuyaux. Et donc, je vais relancer le calcul. Donc, on voit qu'ici, à partir du moment où on a séparé le réseau en 2 branches, on n'a plus de problème. Donc, si je regarde dans les résultats, la valeur de gradient de vitesse de cisaillement est passée à 14 secondes moins 1. Donc, on est bien entre 0,5 et 20 secondes moins 1. Donc, c'est correct. Par contre, dans la ligne d'alimentation, on est à 22. Donc, on est juste au-dessus. Donc, on va augmenter encore un petit peu le diamètre de la ligne principale d'alimentation. Donc, ce qui paraît logique, puisque finalement, dans cette ligne, on a un débit de 10 mètres cubes heure et après, on a moins de débit. Donc, ça paraît normal d'avoir un diamètre plus grand pour la première ligne. Et donc, on va prendre du 6 pouces. Voilà, donc j'ai relancé les calculs, je n'ai plus de problème. Et ici, j'ai un gradient de vitesse de cisaillement de 7 secondes moins 1. Donc, je vais afficher également la viscosité du fluide. Donc, vous voyez qu'on peut afficher n'importe quelle donnée d'entrée ou de sortie de n'importe quel élément du réseau. Donc, je vois qu'ici, j'ai un fluide qui est quand même 9296 centipoises. Donc, rien à voir avec la viscosité de l'eau. Voilà, donc là, je vois que avec ce fluide-là, pour des conduites donc de 6 pouces et ensuite 4 pouces, ma pompe doit générer une hauteur manométrique totale de 14,6 mètres de fluide. Donc du coup, il va falloir qu'on trouve une pompe dans le logiciel qui permet d'atteindre à peu près ces données-là, ces performances-là. Donc pour cela, je vais aller dans le menu des outils, performance des équipements.
performance des pompes et je vais aller explorer un petit peu la base de données des pompes qui sont déjà présentes dans FluidFlow et chercher une pompe qui me permet d'approcher ces performances-là. Donc, elles sont classées par constructeur. Donc là, lorsque je me positionne sur un modèle de pompe, ça me donne dans le petit tableau jaune en dessous les performances, c'est-à-dire la hauteur manométrique totale, donc la pression, la différence de pression apportée par la pompe, l'efficacité, c'est-à-dire le rendement de la pompe, ensuite le point de rendement maximal, donc qui permet de voir l'éloignement finalement du point de fonctionnement au point où la pompe fonctionne le mieux. Donc l'idée étant de ne pas être trop loin du point de rendement maximal. Et enfin, on voit le NPSH requis. Donc le NPSH requis, c'est la valeur de NPSH minimale pour ne pas avoir de problème de cavitation dans la pompe. Donc là, j'ai cette pompe-là qui me fournit 16-28 mètres de fluide. Or, moi, j'ai besoin de 14,6. Ouais, ça pourrait convenir. Simplement, on est à 40% de rendement. Alors, donc celle-là fournit 17 mètres de fluide. On est à 48% de rendement, c'est un petit peu meilleur. Et on est vraiment proche du point de rendement maximal. Donc, je pense que je vais tester cette pompe-là. Donc, pour cela, je me place sur la pompe. Je reviens dans mon réseau. Et là, je vais changer de mode. Je ne suis plus en mode Automatically Size. Voilà, je vais me choisir un modèle de pompe. Donc, je vais retrouver donc, celle que j'avais choisie. Donc, c'était celle-là. Voilà, donc là, j'ai affecté une courbe de pompe d'un modèle existant, enfin d'un modèle réel de pompe, et je vais voir quelles sont les nouvelles performances dans ce réseau. Alors, donc je vois que la pompe est très légèrement surdimensionnée par rapport à mon débit cible de 10 mètres cubes heure. Donc avec cette courbe de pompe, j'atteins 11,6 mètres cubes heure. Et donc du coup, c'est correct. Alors après, donc ce que je vais faire, je vais afficher les débits au niveau des deux branches là, parce qu'on n'a pas regardé si les débits étaient équilibrés finalement entre les deux branches. Donc là, on voit qu'on a 7 mètres cubes heure qui part dans la première branche et 4,5 dans la seconde. Donc pour essayer d'équilibrer un peu mieux, je vais remplacer cette vanne manuelle par une vanne de contrôle du débit. Et donc, au niveau de cette vanne, je vais indiquer que je souhaite réguler à 5 mètres cubes heure. Et je vais prendre une vanne de 4 pouces puisque je suis sur une tuyauterie en 4 pouces. Voilà, donc j'ai ajouté ma vanne. Je relance le calcul. Voilà, puisque la vanne va rajouter finalement une perte de charge supplémentaire dans mon réseau. Donc, il faut s'assurer que la pompe permet toujours d'atteindre les performances souhaitées. Donc, on voit d'ailleurs que le débit avec cette courbe de pompe est passé maintenant à 10,2 mètres cubes heure. Donc, ça va, on est toujours proche des 10 mètres cubes heure souhaités, légèrement au-dessus. Et donc, j'ai la valeur de viscosité qui a été réajustée, donc très légèrement, hein, c'est pas très sensible, mais donc du coup on voit que FluidFlow va toujours réajuster la valeur de viscosité au débit réel et donc au gradient de vitesse de cisaillement qui correspond à ce débit là dans cette conduite là. Donc là on a un réseau qui est à peu près équilibré, on a trouvé une pompe qui pourrait convenir. Alors on peut afficher graphiquement le point de fonctionnement de ce réseau avec la courbe de pompe. Voilà, donc là, on voit donc le graphique qui peut être généré, où on a donc en noir la courbe du réseau, en bleu, c'est la courbe de la pompe,
Et donc, l'intersection, c'est le point de fonctionnement. Et on a également en rouge la courbe de rendement de pompe. Donc, on voit qu'on est relativement proche du rendement maximal de la pompe. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Donc, après, il y a les courbes de NPSH et de puissance de pompe qui permettent de calculer donc, la consommation énergétique, et le NPSH qui permet de vérifier qu'on n'a pas de problème de cavitation. Sachant que dans cet exemple avec du chocolat, j'ai été relativement approximative sur la pression de vapeur s'attirante du fluide, donc il ne faudra pas tellement tenir compte de la problématique du NPSH. Voilà donc ce que l'on peut faire déjà. Donc, vous voyez qu'on peut assez rapidement donc, dimensionner un réseau, choisir une pompe. Ensuite, on peut tester plusieurs scénarios. Par exemple, si je veux simuler finalement la fin de vidange, j'imagine que ma cuve de chocolat est quasiment vide et que ma hauteur de fluide à l'entrée va être proche de 0. Est-ce que la pompe arrive toujours à fournir 10 mètres cubes heure? Donc, je peux tester cela. Donc, je vais changer ma hauteur de liquide. Je vais me mettre à 0 mètre et je vais relancer les calculs. Donc, on voit que lorsque mon réservoir est vide, j'arrive toujours à pomper 9,8 mètres cubes heure. Donc, je suis légèrement en dessous des 10 mètres cubes heure souhaités, mais bon, cela reste correct. Donc, je peux bien avoir mes 10 mètres cubes heure dans toute la plage entre 1 mètre de fluide et une cuve quasiment vide. Voilà, donc qu'est-ce que je peux montrer d'autre? On peut également tracer graphiquement l'évolution des pertes de charge dans le réseau. Donc pour cela, je vais prendre par exemple entre la cuve 1 et la cuve 2. Donc la cuve 2, c'est la cuve qui part sur la gauche là, de mon réseau. En fait, ils sont numérotés dans l'ordre où je les ai dessinés. Alors sur cette courbe, qu'est-ce qu'on voit? Donc en orange, ça va être la pression liée à l'énergie potentielle, c'est-à-dire l'élévation du fluide. Donc on voit que on est au niveau 0 sur la plus grande partie du réseau et que c'est sur la fin qu'on augmente puisqu'on passe à 3 mètres de hauteur et ensuite on redescend. Et donc la courbe en bleu, ça correspond à la charge totale, c'est-à-dire la pression totale du fluide. Donc on voit qu'on a une forte augmentation au départ qui est finalement liée à la force motrice qui est la pompe. Et ensuite, on a les pertes de charge tout au long du réseau liées aux pertes de charge donc régulières et singulières, aux vannes, aux coudes, etc. Donc voilà pour ça. Et donc ensuite, oui, donc je vais présenter en dernier lieu les fonctionnalités de génération automatique de notes de calcul. Donc à partir une fois qu'un calcul a été fait, je peux donc exporter par exemple sur Excel l'ensemble des données de mon calcul. Voilà, donc ça me crée un fichier Excel qui contient la représentation graphique. Les données, donc on a les colonnes en vert qui sont les données d'entrée et en violet qui sont les résultats. Donc, en fait, on peut tout à fait paramétrer le type de données d'entrée ou de sortie qu'on veut exporter en fonction de l'application. Et donc, ils sont classés par type d'éléments. Donc, ici, on a toutes les sections de tuyauterie inox. Ensuite, on a les réservoirs, les coudes, l'été, la pompe, les vannes de contrôle et les vannes manuelles. Voilà. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle le bill of materials, c'est-à-dire la liste de courses entre guillemets, avec donc tout le récapitulatif des équipements qu'il me faudra pour construire ce réseau. Donc voilà, on voit notamment que ça nous fournit la longueur totale de tuyauterie en 4 pouces et en 6 pouces, et le nombre de vannes, de cuves, de pompes, etc. Donc voilà pour le rapport Excel. Je peux également générer des rapports en Word ou PDF. Et je peux paramétrer évidemment de la même manière le contenu de ces notes de calcul.
Donc là, on retrouve donc la représentation graphique, la liste des matériaux et puis les données d'entrée et de sortie. Donc, toutes les colonnes sont tout à fait paramétrables. Voilà. Et donc, après, je parlais aussi de scénario tout à l'heure. Si on veut n'alimenter qu'une seule des deux cuves, par exemple, je peux tout à fait fermer. Par exemple, je ferme cette branche-là. Je mets ma vanne en statut fermé. Donc, je relance le calcul. Et je vois que là, j'ai ma vanne qui est en gris, donc c'est-à-dire que cette branche-là est fermée, donc on n'a plus d'écoulement sur la cuve de droite et on a simplement les 5 mètres cubeurs qui partent sur la cuve de gauche. Et donc, je vois mon nouveau point de fonctionnement. Donc, on s'est un petit peu déplacé sur la courbe de pompe, mais donc cette pompe permet bien d'alimenter aussi bien une seule des deux cuves que les deux cuves en même temps. Donc, à travers cet exemple, je pense avoir montré les principales fonctionnalités du logiciel. Bon, après, il en existe beaucoup d'autres, mais ce serait trop long. Et donc, je pense qu'il est temps de laisser la place aux questions si vous en avez. Oui, merci Marie-Amélie pour cette présentation. Bon, on va choisir quelques questions rapidement. Et une question, l'équation de Bernoulli est applicable pour les fluides non newtoniens et les fluides compressibles? Alors, l'équation de Bernoulli est toujours utilisée dans Fluid Flow, quel que soit le type de fluide, mais avec une forme plus ou moins développée. C'est-à-dire que pour un fluide newtonien, évidemment, on va l'appliquer tel quel, dans sa forme la plus simple. Pour un fluide non newtonien, elle va être appliquée, mais avec un processus de calcul itératif où on va donc adapter les valeurs de certains paramètres en fonction des variations de viscosité. Et pour un fluide compressible, c'est une forme encore plus développée de l'équation de Bernoulli qui va être appliquée, où là, on va avoir un processus itératif sur la valeur de la densité du fluide, enfin de sa masse volumique. Et donc, on va avoir des incréments de variation de masse volumique. Et donc, appliquer cette équation, mais sur des portions très petites de longueur de tuyauterie et ajuster. Voilà, c'est un calcul itératif. C'est pas l'équation de Bernoulli qu'on prend telle quelle et qu'on applique en une fois. C'est un calcul numérique. Mais ça reste la base des calculs pour tous les modules de fluide flow. Merci. Existe-t-il des abacs consultables pour trouver les caractéristiques des fluides tels que K, S, N, par exemple pour la boue de STEP? La boue de STEP. Existe-t-il quoi des abacs pour non, je pense que dès qu'on est sur un fluide de ce type, surtout des boues, chaque boue est unique, entre guillemets, donc il faut vraiment faire des mesures. Je pense pas qu'il existe des données valables. Après, on peut, comment dire, dans la base de données Fluid Flow, on a des exemples. Si je prends des boues, par exemple, enfin ça c'est une boue de latérite, une boue minérale, où on a des ordres de grandeur avec voilà, des ordres de grandeur des coefficients qui peuvent peut-être permettre de faire un calcul approximatif, mais c'est toujours mieux d'avoir des données réelles de rhéométrie sur les fluides sur lesquels on travaille. Maintenant, si on n'a aucune donnée et qu'on veut faire une simulation assez approximative, on peut s'inspirer de fluides qui sont présents dans la base de données de Fluid Flow et qui ressemblent aux fluides sur lesquels on travaille. Il y en a un certain nombre. Il y a aussi il y a un certain nombre d'exemples de fluides non newtoniens qui sont dans la base. Voilà, il faut savoir qu'ils ne sont pas du tout valables de manière universelle. Une dernière question, je pense. Il existe différents systèmes appareils pour mesurer la viscosité. Et les fluides non newtoniens peuvent répondre différemment selon le type de contraintes mécaniques appliquées. En plus,
la contrainte mécanique appliquée dans les rhéomètres n'est pas du même type que celle rencontrée par les fluides dans une pompe ou un tuyau. Comment assurer que la loi de viscosité utilisée représente bien le comportement du fluide dans un système différent à celui où la viscosité a été mesurée? Alors, je dirais que FluidFlow permet de faire un calcul approché, mais bien sûr, comme tout outil de calcul, il a ses limites. Et c'est à l'utilisateur d'être conscient des limites de l'outil et de rester critique par rapport aux résultats. Bien évidemment, les données de rhéométrie sont finalement ça reste des données expérimentales, donc forcément entachées d'erreurs, forcément différentes de ce qu'on a dans un. Mais ce que permet de faire FluidFlow, c'est déjà mieux que rien, et il n'y a pas d'outil qui le fait. Et c'est déjà l'outil le plus avancé, je veux dire, dans ce qu'il peut faire. Mais il faut évidemment avoir conscience des limites. C'est sûr que, par exemple, ce qui se passe à l'intérieur d'une pompe, FluidFlow n'est pas capable de le prédire. Autant on estime à peu près le gradient de vitesse de cisaillement dans la tuyauterie. Par contre, dans la pompe, il reste une incertitude. Et ça sort du domaine de compétences de FluidFlow. Ça, il faut voir avec les fabricants de pompes. Voilà. Après, il faut, il faut garder bien sûr un œil critique sur les résultats de calcul. Et puis, le mieux, c'est de pouvoir confronter aussi après coup des données de calcul avec la réalité. D'accord. Je crois qu'on on a fini la période, enfin les questions. Je crois qu'on va finaliser le webinaire, Vanessa. Oui, très bien. Je reprends la caméra. Excuse-moi. Écoutez, Aux autres questions, bien sûr, on va les répondre par mail. Et bien de toute sûr, façon, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, même sur le site web. Merci. Oui, si vous avez des applications qui seraient un petit peu différentes de ce qu'on a vu aujourd'hui, bien sûr, nous pouvons tout à fait vous faire des web démos personnalisés sur vos problématiques à vous. vous pouvez nous envoyer vos questions sur info@gaspeo.net. info@gaspeo.net. Je vais juste reprendre la main. Écoutez, il est temps de nous quitter. Je voudrais juste vous préciser qu'une enquête va apparaître quand vous allez quitter le webinaire. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir la remplir et nous faire part de vos commentaires. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à notre webinaire, Marie-Amélie, Vladimir et puis vous tous. J'espère que ce webinaire sur le dimensionnement des réseaux de fluides non newtoniens vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de thématiques que vous souhaiteriez voir abordées dans un prochain webinaire. Mais écoutez, il me reste à vous remercier de votre présence et de vous souhaiter une bonne journée au nom de toute l'équipe Gaspeo. Merci à vous.